Bonsoir, merci d'assister à ce live Studirama TV, consacré ce soir au BBA du groupe INSEC. Je reçois pour en parler Marion Favre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de ce programme et Vandril, vous êtes diplômée 2011 de ce programme qui s'appelait encore à l'époque le CE. Tout à fait. Nous reviendrons d'ailleurs sur les raisons qui vous ont poussé à changer le nom de ce programme. Et pour commencer, Madame Favre, pourriez-vous nous parler de ce groupe INSEC qui a beaucoup évolué, qui a pris de grandes dominantes? Tout à fait. Alors le groupe INSEC, aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 15 000 élèves en formation. Donc c'est le groupe leader dans l'enseignement supérieur privé. Il est présent sur plusieurs villes en France, donc Paris, Bordeaux, Lyon, Chambéry, Monaco, Londres sur l'Europe, et puis Shanghai et San Francisco au niveau de l'international. Donc le BBA INSEC est le programme post-bac du groupe INSEC. C'est un programme en 4 ans qui s'inscrit dans cette dynamique internationale que veut avoir le groupe. Vous avez changé de nom. Vous êtes très connu sous le nom ECE, vous êtes implanté à Bordeaux et à Lyon. Pourquoi avoir rénové ce nom? Alors, c'est vraiment un souhait de faire évoluer le nom École de commerce européenne, ECE, vers BBA INSEC. BBA, donc Bachelor of Business Administration, c'est un des diplômes qui est le plus délivré en France, enfin à l'international, pardon, et qui commence vraiment à se développer en France. Nous, ce positionnement en 4 ans, qui dénote donc du nom BBA, on l'a choisi depuis le départ. Et pour avoir cette connotation internationale, pour que nos diplômes soient valorisés et nos diplômés soient valorisés à l'international, on a choisi d'adopter cette dénomination internationale, comme le font d'ailleurs tous nos concurrents et toutes les écoles de commerce en 4 ans, en France et à l'étranger. Donc c'est vraiment pour un choix de positionnement et ce cursus en 4 ans, avoir une visibilité internationale. On reviendra sur comment se construire un CV international, mais je vais, pour revenir sur le sujet du BBA, c'est un programme en 4 ans, c'est pas fréquent en France, il y en a très peu, dans un parcours en enseignement supérieur souvent jalonné par les Bac+5. Comment se positionnent et comment se placent les programmes en 4 ans? Même si vous avez changé de nom, vous avez toujours été en 4 ans. Alors c'est vraiment un choix de positionnement stratégique et à la base un choix pédagogique, c'est-à-dire qu'en 4 ans, ça nous permet d'aborder les fondamentaux qu'on peut étudier dans une école de commerce de façon classique. Ça nous permet aussi de donner la part belle à la culture générale et surtout de permettre à nos étudiants d'avoir un cursus à l'international. Sur 3 ans, c'est très difficile de partir à l'étranger et d'acquérir ce socle de connaissances. 4 ans est la bonne formule pour acquérir un programme, pour acquérir des compétences généralistes, permettre différentes expatriations dans le cadre de stages, dans le cadre de semestres académiques à l'étranger et d'avoir un bon socle de culture générale. Donc c'est un positionnement stratégique et pédagogique et puis surtout ça permet la formule 4+1, donc d'évoluer vers cette 5e année qui est une 5e année de totale spécialisation où là on va vraiment choisir un domaine de spécialisation qu'on va pouvoir faire à l'intérieur du groupe INSEC ou dans n'importe quelle école de commerce en France ou à l'étranger, mais ça permet vraiment de se positionner en 4+1, 4 années généralistes et une 5e année de spécialisation. On reviendra sur cette 5e année optionnelle, puisqu'elle est quand même riche d'enseignements. Et Marie vous demandait pourquoi vous n'étiez pas en 5 ans. Donc Marie, on vous rassure tout de suite, on y reviendra. Didier vous demande si le BBA est reconnu. Bien sûr. Le programme BBA INSEC est un diplôme qui est visé par l'État. On a obtenu notre visa pour 5 ans. Voilà, c'est un programme qui a toutes ses accréditations et qui permet après de continuer ses études. Vendry en est la preuve aussi. Grâce à ce visa, on peut intégrer n'importe quelle autre école de commerce, poursuivre son cursus en France ou à l'étranger. Et donc ce visa permet cet enchaînement de parcours. Ah justement, Vandril, vous êtes rentré, vous avez connu leurs préoccupations à l'époque, vous êtes en train de dire une école post-bac. C'était un choix un peu judicieux, on va le dire, mais un peu difficile quand même à l'époque. C'était, alors c'est vrai que c'est un sacré choix à faire pour toutes les personnes en tout cas qui sont intéressées pour faire une école de commerce. Moi, c'était plutôt naturel. Alors, ça dépend vraiment du profil de chacun. Moi, j'avais un profil, j'avais tout de suite envie vraiment de rentrer dans des matières concrètes, marketing, ressources humaines, finance, comptabilité, enfin tout ce que justement tous les domaines, on va dire les principaux domaines que peut enseigner une école de commerce. Je me voyais pas faire justement 2 ans de prépa, on va dire, je trouvais c'était pas fait pour moi. L'école justement en post-bac, c'était pour moi le cursus, le cursus qu'il me fallait. Donc j'ai choisi justement le cursus post-bac de l'INSEC. Donc moi à l'époque il s'appelait ECE, aujourd'hui BBA. Alors vraiment, moi dès la première année, c'était vraiment justement, c'est là où moi je me suis éclaté parce que c'était beaucoup plus intéressant
clairement, au lycée, je m'ennuyais, les matières étaient vraiment plus... Enfin, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Par contre, dès que j'ai commencé à aborder justement marketing, ça peut être, alors justement, ça peut être comptabilité, stratégie, ça peut être justement stratégie commerciale, etc. Enfin, c'est très varié. L'avantage, c'est qu'on découvre beaucoup de choses, c'est tout nouveau et c'est hyper intéressant. Et justement, l'avantage, c'est comme on travaille ces matières pendant 4 ans ou justement 5 ans si on le souhaite, on commence à avoir quand même une sacrée base de connaissances théoriques qu'on arrive à mêler justement avec la pratique parce qu'on a le temps aussi de faire des stages et de partir à l'international. Aujourd'hui, ça suscite beaucoup d'engouement, les écoles post-bac. Vous avez un peu ouvert la voie parce que c'est vrai qu'à l'époque, on se posait souvent la question. Aujourd'hui, vous diriez-vous que c'est plutôt, ça s'adresse à un public mature qui a envie de rentrer de plein pied dans le vif du sujet? Ça peut s'adresser à un public mature tout à fait, ça peut être ça. Après, ce qu'il faut voir aussi, et la différence, c'est que ça permet aussi d'avoir plus d'opportunités à l'international et d'expérience de stage. Parce qu'au-delà de rentrer dans le vif du sujet, un étudiant qui a envie justement de jalonner, on va dire, son cursus par des stages et justement des cours à l'étranger, a plus d'opportunités sur une école post-bac que sur une école sur prépa où justement il n'y a que 3 ans. Donc c'est là aussi où ça peut être pas forcément quelqu'un qui a envie tout de suite rentrer dans les sujets concrets, mais qui peut avoir aussi cette partie-là des avantages en fait d'un programme post-bac. Justement, Nini vous pose la question à vous deux de savoir quels sont les enseignements pratiques et quels sont les stages, comment on va venir rentrer dans le contenu du programme, mais quels sont les stages qui vous ont marqué et permis de jalonner votre parcours pour aboutir à votre parcours professionnel? Alors, il faut savoir que dans le programme, il y a un stage tous les ans. Il y en avait juste un qui était, alors à mon époque, qui était optionnel, mais que j'ai fait, donc ça m'a fait un stage tous les ans. L'avantage, c'est que on rentre dans le monde, sur le marché du travail, de façon tout à fait progressive. Le premier stage, c'est 1 mois, c'est stage de vente, c'est basique, c'est plus la découverte de l'entreprise. Moi, je l'avais fait à la Fnac en tant que vendeur. Voilà, c'était vraiment le premier first step. J'avais 18 ans. C'était premier pas en entreprise. Ensuite, j'ai fait 3 mois à l'étranger. Donc là, je suis parti à Berlin. Donc là, l'avantage, c'est que quand on a 19, 20 ans, qu'on part à l'étranger, qu'on bosse dans une entreprise étrangère, le gros avantage, c'est qu'on développe justement déjà ce côté débrouillardise, qu'on connaît aussi, on commence à toucher du doigt justement un peu un environnement multiculturel, de travailler dans une langue étrangère, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, plus les années s'enchaînent, plus les stages sont longs. Et donc, à la fin, en 4e année, on finit par des stages de 6 mois ou plus si après, parce que souvent, les stages se concrétisent après, derrière, par recrutement, que ce soit en CDI ou en CDD. Mais souvent, ça amène quand même, c'est quand même une rampe de lancement. Voilà, moi, j'ai travaillé, je suis parti en Allemagne. Ensuite, je suis parti à New York aussi 3 mois dans une agence de web marketing. Et ensuite, j'ai fait mon stage, j'ai fait encore un stage à Paris chez un éditeur de logiciels. Et ensuite, je suis rentré à la Fnac. Et donc, depuis que je suis diplômé, je travaille à la Fnac aujourd'hui. Et là, j'en suis à mon 2e poste. J'étais responsable du marketing du B2B à la Fnac. Et aujourd'hui, je suis chef de projet du web marketing de Fnac.com. En clair, quand vos copains de prépa sont en train de faire des matières académiques, vous étiez sur le terrain? En partie, oui. Parce que c'est vrai que forcément, si on prend la part pratique-théorique, c'est sûr que j'ai eu beaucoup plus de la part pratique, mais justement la part théorique, au lieu, on va dire, de la consacrer justement à des matières qu'on peut voir en prépa, moi je l'ai consacrée directement justement à des connaissances sur... alors, je prends souvent l'exemple du marketing parce que comme je travaille dans le marketing, forcément c'est ce que j'ai vu le plus. Mais l'avantage, c'est que j'ai pu voir aussi justement la comptabilité, les ressources humaines, la stratégie commerciale, du droit des affaires. Ça, c'est important. Je pense que quand on intègre le BBA INSEC, on n'a pas forcément l'idée d'un métier. Par contre, on va accompagner et le cursus, les stages vont faire qu'on va trouver un métier souvent, ou en tout cas une opportunité qui nous plaît à l'issue de ce programme en 4 ans. J'ai tendance à dire que la première année, c'est quand même une prépa intégrée. Il y a beaucoup de cours de culture générale, beaucoup de cours de revue de presse, de géopolitique. Donc cette part de culture générale, on va la garder quand même sur les 4 années, mais elle est très renforcée en première année. Et puis après, bien sûr, on commence les fondamentaux.
tableaux avec chaque année un fil rouge. En première année, par exemple, c'est le défi création d'entreprise, où on va regrouper dès la rentrée les étudiants en groupe de 6 étudiants. Dès la première année? Dès la première année, dès le séminaire de rentrée. Et c'est les faire rentrer dans le vif du sujet. Ils vont réaliser ce qu'ils font au quotidien, en cours. Le premier séminaire pour ce défi création d'entreprise, c'est un séminaire par exemple de créativité, d'innovation, comment on trouve une idée, comment on cherche, comment on questionne, et puis il va falloir avoir cette idée, la tester sur le terrain, donc faire un questionnaire, donc en cours de marketing, ils voient la partie questionnaire, ils peuvent directement l'appliquer sur leurs produits, et puis il va falloir lui trouver un prix, donc on apprend à calculer un coût de revient, donc les cours de finance sont directement mis en application sur le sujet, et ça c'est vraiment un moment fort de la première année qui se termine au mois d'avril par un grand salon. Donc chaque équipe a un stand, présente son produit à tous les visiteurs. Donc cette année, on a eu un peu plus sur chaque site, Bordeaux et Lyon, un peu plus de 500 visiteurs qui viennent voir les idées de nos étudiants. Et puis après un oral de 20 minutes devant un jury de professionnels. Et là, des étudiants qui ne connaissaient rien à l'entreprise en arrivant sont capables, au bout de 8 mois, de tenir un oral de 20 minutes sur un business plan auprès d'un jury de professionnels. Les parents sont invités aussi à cet événement. Et ça permet aux étudiants de mettre au quotidien en pratique ce qu'ils peuvent apprendre à l'école sur quelque chose de concret, sur leur projet, leur bébé. Et de pouvoir réaliser que si on n'est pas bon en finance, ça ne sert à rien de bien savoir vendre. Si on ne sait pas manager un projet, ça ne sert à rien d'être un bon financier, parce que derrière, ça va aller à l'échec. Donc, de réaliser aussi un petit peu toutes les fonctions de l'entreprise et comment elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Et je ne sais pas, Vandrine, le souvenir du défi Créa? Alors moi, très bon souvenir du défi Créa. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux juger des deux côtés, parce que j'ai fait le défi Créa côté étudiant et j'ai fait le défi Créa côté jury. Donc très bon, enfin moi j'en ai un très bon souvenir, on en retire beaucoup d'enseignements parce qu'il faut mettre en pratique des connaissances qu'on a tout juste commencé à apprendre, il faut travailler en équipe et c'est vrai que ça l'avantage c'est que globalement sur tout le cursus on a tout le temps des travails d'équipe à faire et on se dit ouais c'est juste parce que c'est l'école etc. mais en fait le travail d'équipe c'est en permanence après en entreprise. Donc c'est super intéressant de pouvoir commencer à savoir tout simplement travailler en équipe et quand j'ai fait le jury justement cette année, ce qui est assez bluffant, c'est qu'on voit des étudiants qui présentent justement des projets d'entreprise. Alors, il y a des idées totalement différentes et des niveaux aussi qui varient. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que c'est des personnes, enfin c'est des jeunes gens de globalement 18-19 ans qui 9 mois auparavant révisaient leur bac. Et qui n'avaient absolument jamais eu de cours sur justement comment commercialiser un produit, comment le distribuer, le marketing autour, faire un business plan. Ça a tout été appris entre septembre et mars, puisque ça se déroule au mois d'avril. Donc c'est là où on voit quand même qu'en 9 mois déjà, même moi en 6 mois finalement, en 6 mois de cours, il y a quand même un certain chemin qui est parcouru et déjà des résultats en fait qu'on peut voir nous ensuite quand il y a les présentations. Et c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, c'est très intéressant de faire ce projet. Parce qu'en plus c'est en ligne rouge en fait sur tout le cursus de la première année. Alors ça c'est la première année. Il y a la dimension internationale qui est extrêmement prégnante chez vous. C'est un volet important. Léo vous demande que représente l'international et ajoute, avez-vous des diplômes justement? Comment se traduit la dimension internationale et comment se construit-on ce fameux CV international sur les 4 ans? Alors ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une particularité et la philosophie du BBA INSEC, c'est ce parcours à l'international. Donc l'apprentissage des langues déjà, dès la première année où tous nos étudiants suivent 2 langues de façon obligatoire et une 3e langue de façon facultative. Donc on peut débuter une 3e langue. L'anglais en LV1 pour tout le monde. Sur de la LV2, les LV2 classiques qu'on va retrouver. Et puis sur de la LV3, en fonction de la LV2 espagnol, allemand, on va après arriver sur chinois, japonais, russe, portugais, arabe, une dizaine en fait. Dès la première
première année. Dès la première année, on peut commencer à étudier une troisième langue. La particularité des cours de langue dans nos programmes, c'est que déjà, c'est des petits groupes. On est maximum 20 dans ces cours de langue, que nos enseignants sont uniquement des natifs de la langue qu'ils enseignent. Donc ça, c'est important aussi. Ça permet d'avoir les accents, de varier les accents, notamment pour l'anglais. Et puis après, des cours qui vont commencer aussi en anglais dès la première année. Tout ça pour élever le niveau de langue. On est conscient que quand on récupère les étudiants après le bac, que le niveau d'anglais n'est pas fabuleux, pour la plupart d'entre eux en tout cas, mais on va les aider à améliorer ce niveau. Donc entre 6 et 7 heures de cours de langue par semaine. Y compris dans les matières telles que marketing. Plus après, les langues, les cours en anglais dans les matières de fondamentaux, pour finir en 4e année avec certaines filières qui sont 100% en anglais. Lesquelles? On a la majeure international marketing et communication qui est 100% en anglais en 4e année. Donc totalement anglophone. Exactement. Mais pas les autres par contre. Pas toutes. Après, par exemple, sur la majeure finance internationale, on va avoir à peu près 50% des cours en anglais, puisque quand on rentre dans une certaine technicité, c'est quand même beaucoup plus facile d'expliquer. En revanche, la LV2, la LV3, c'est tout au long du cursus? Tout au long du cursus jusqu'en 4e année. Donc, exactement. En fonction de son parcours, on choisit. Voilà. Après, tous nos étudiants en 2e année vont passer un test qui s'appelle le TOEFL, qui est nécessaire pour le départ à l'étranger. Et puis en 4e année, le TOEIC. Et généralement, on arrive avec des très bons scores TOEIC, puisque... Qui valide un niveau... Qui valide un niveau plutôt professionnel, alors que le TOEFL va valider plutôt un niveau académique, un bon niveau donc d'anglais professionnel. Là, pareil, Vandril... Oui, je confirme tout ce que vous avez dit, Marion. On passe le TOEFL et le TOEIC, et c'est vrai que moi j'ai clairement vu la différence, que le TOEFL on le passe en 2e année, le TOEIC on le passe quasiment en fin de 4e année, et souvent en fin de 4e année, on a tous nos stages derrière nous, nos semestres à l'étranger, et moi le niveau entre mon TOEFL et mon TOEIC a été, enfin c'est même pas comparable, c'est-à-dire que le TOEIC j'ai eu un très bon score, notamment parce que justement j'ai fait des stages à l'étranger, j'ai fait des cours à l'étranger, donc qui sont que en anglais. Donc moi j'ai énormément amélioré mon niveau de langue pendant le cursus, et voilà, clairement aujourd'hui mon cursus m'a offert un niveau d'anglais courant qui me permet aujourd'hui de travailler ou de voyager et de parler anglais sans souci. Au total, combien de temps passe-t-il à l'étranger? C'est Rachid qui vous le demande. Alors là, ça va dépendre. Je ne sais pas si on prend par exemple le cas de Vandril. De toute façon, tout le monde doit faire son stage en 2e année à l'étranger. Donc c'est là, vous l'avez fait à Berlin. Ouais. Ensuite, il y a un stage de 3e année qui doit se faire en caractère international. Là, vous l'avez fait à New York. Donc c'est aussi 3 mois. Donc on est déjà à 6 mois. Et puis après, un semestre d'études. On n'en a pas parlé, mais ce semestre d'études qui est obligatoire pour tous. Donc tous nos étudiants vont partir étudier à l'étranger au moins un semestre dans une de nos 150 universités partenaires. Donc ça, c'est vraiment une particularité du programme, c'est qu'on a de nombreux partenariats qui vont permettre de partir étudier à l'étranger, maximum par groupe de 3, 4, 5 élèves. On n'envoie pas tout le monde étudier dans le même pays, pas de bataillon de Français qui vont rester entre eux. Et donc là, nos étudiants ont le choix à peu près avec, je crois, de 45 pays, donc un peu plus de 150 destinations différentes pour faire leur semestre académique en 3e année. Et c'est au minimum 6 mois, mais pour ceux qui souhaitent partir 1 an, ils peuvent partir 1 an, soit 1 an dans la même université et puis là, ils vont aller chercher un double diplôme, soit 6 mois, 2 fois 6 mois, donc ils peuvent faire 6 mois en Allemagne et 6 mois au Mexique par exemple, pour cumuler ces expériences et ces semestres académiques à l'étranger. Donc pour répondre à la question de Rémi, c'est de 45 partenariats sur les 5 continents. C'est 45 pays sur les 5 continents et un peu plus de 150 partenaires. Ah pardon, 150 partenaires, voilà. D'accord. Donc Rémi vous demandait si on pouvait partir partout étudier à l'étranger. Quasiment, pas partout, mais dans 45 pays dans le monde. Une internaute vous demande s'il y a des cours de soutien en anglais, s'ils sont prévus pour nous étudiants qui sont manifestement largués en anglais. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a des cours de soutien en tant que tel. Il y a un volume horaire qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour que nos étudiants puissent améliorer leur cours d'anglais, leur niveau d'anglais, pardon. Et puis ensuite, on met tout un tas quand même d'outils à leur disposition, au niveau notamment des enseignements online sur certains MOOC, pour qu'ils puissent entraîner chez eux, progresser chez eux, faire des tests blancs en ligne et pouvoir augmenter leur niveau d'anglais. Mais bon voilà, ils ont déjà 7 heures de cours de langue par semaine, ceux qui ont une LV3, plus après les expatriations, parce que rien de mieux que d'être plongé dans un univers professionnel à l'étranger où on va devoir se débrouiller pour s'améliorer en langue. Alors Léon, qui nous suit à
Ah, d'abord, bonsoir Léon. Il vous demande si, lorsque étudiant part à l'étranger, il y a un surcoût dans les études ou si c'est en fonction des partenaires. Alors, il n'y a aucun surcoût quelle que soit la destination que vous allez choisir, donc aucun surcoût académique, c'est-à-dire que vous partiez en simple, double, ou on a également un programme de triple diplôme, il n'y a pas de surcoût académique, reste à la charge de l'étudiant uniquement le billet d'avion et le logement. Parce que si on va étudier à Berlin, c'est pas la même chose que si on part étudier en Australie, donc juste le coût logistique à la charge de l'étudiant, mais il n'y aura aucun surcoût au niveau des frais académiques, quelle que soit la destination et quelle que soit la durée de l'expatriation en semestre académique. C'est quand même un atout, un avantage. Oui, tout à fait. Je revenais juste 2 secondes sur la question précédente. Le meilleur soutien finalement en anglais ou dans toutes les autres langues qu'on peut avoir, c'est véritablement de partir à l'étranger. Notamment le stage de 2e année qui est obligatoire à l'étranger, qui dure 3 mois. Ça donne quand même un gros coup de boost à son niveau. Alors c'est là où justement il faut savoir choisir, est-ce qu'on veut partir dans un pays anglophone pour améliorer son anglais ou bien son allemand, son espagnol ou autre, mais clairement ça donne un très gros coup de boost et après ça s'enchaîne avec toutes les opportunités qu'on a à partir à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est ça en fait le meilleur soutien en langue qu'on peut avoir, c'est tout simplement de partir et ça vient tout à fait naturellement. Donc c'est là où je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci à se faire là-dessus et c'est là aussi un des gros avantages du cursus. Alors avant de vivre ce cursus, il faut quand même passer par une sélection post-bac. Quelle est-elle? Comment entre-t-on dans votre école? Et Lilou vous demande elle a vu qu'on pouvait rentrer en 2e et en 3e année dans votre programme, mais elle ne voit pas les conditions d'admission. Alors si vous pouviez l'aider. Alors on va détailler tout ça. Pour rentrer en première année, donc il faut savoir que sur les 2 campus, Bordeaux et Lyon, on va intégrer environ chaque année des promotions de 200. Donc 400 étudiants par campus, donc 400 étudiants qui vont intégrer le BBA par promotion. Donc 2 manières d'intégrer le BBA INSEC en première année. La première, c'est la voie du concours, donc à travers le concours PASS. Donc là, un concours qui a une particularité, c'est qu'on va passer l'oral et l'écrit le même jour. Voilà, donc un pas concours. d'admission, admissibilité répartie sur les 2 heures. Alors, non, pas répartie sur le temps durée, en tout cas, mais une admissibilité quand même à l'écrit. Donc certains passeront l'oral pour rien, puisqu'ils n'auront pas eu la barre minimum à l'écrit. Mais ça permet de tout faire dans la même journée. Donc là, ce concours s'étale, on va dire, de janvier à mi-juillet. On a une dernière date, plusieurs sessions, à peu près une session par mois sur différentes villes en France. Donc là, des épreuves écrites, j'ai envie de dire classiques, puisqu'on va retrouver des épreuves de culture générale, un test de logique, et puis des épreuves d'anglais. LV1 et LV2 à l'écrit, et puis des épreuves orales, où là ça va être un entretien de motivation, et puis un entretien d'actualité, de revue de presse, où on va devoir présenter à l'oral un sujet d'actualité qu'on aura tiré au sort le matin même. Sans entrer dans le secret des dieux, ça consiste en quoi? Parce que c'est quand même un fil conducteur, la revue internationale, on la retrouve en première année, vous en parliez tout à l'heure. Je vous parlais de revue de presse, en effet, là on reste sur une problématique culture générale. Cette épreuve à l'oral d'oral d'actualité, c'est juste pour capter un petit peu le lien qu'a l'étudiant avec l'actualité, ce qui se passe. Donc ça va être des questions sur l'actualité récente. On va laisser le choix entre 3 problématiques posées le jour J. Donc, on va pouvoir trouver une problématique, par exemple, sur des problématiques politiques locales, sur de la politique internationale. On va parler du printemps arabe, par exemple. On va parler des politiques économiques ou quel est le devenir de l'Europe. Par rapport aussi à des problématiques de RSE, de développement durable. Donc on laisse le choix entre 3 sujets à l'étudiant. L'étudiant en choisit un et a une demi-heure pour le préparer, avant de faire sa présentation devant le jury. Donc là, c'est vraiment pour tester le lien avec la réalité économique, politique, la connaissance et la culture générale, et puis aussi une certaine façon de synthétiser ses idées, de les présenter à l'oral devant un jury. C'est une épreuve aussi à l'écrit, culture et environnement international. Exactement. On va le retrouver. C'est très prégnant l'international dans les écrits. Oui, c'est prégnant, l'international et la culture générale. C'est prégnant, c'est ce qui fait aussi la force de l'école et la spécificité de l'école sur son cursus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en première année, prépa intégrée, beaucoup de culture générale.
Ça, on va le retrouver jusqu'en 4e année, où en 4e année, on va arriver plutôt sur la géopolitique internationale, qui va dériver après, bien sûr, sur le business des affaires, la particularité de certains marchés à l'international, mais il faut aussi l'expliquer par un contexte géopolitique. Donc ça, c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui aussi, on forme nos jeunes à des métiers qui ne vont pas exister dans 10 ans, et que ce socle de culture générale est nécessaire pour progresser et pour comprendre dans le monde dans lequel on s'inscrit, de comprendre la réalité économique des entreprises. Donc ce concours s'appuie moins sur des mathématiques, sur des matières très académiques, mais plus sur de la culture, l'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde. Exactement, exactement. On ne vient pas tester un niveau de mathématiques ou un niveau de connaissance, par exemple de la géographie. C'est un concours qui s'adapte à toutes les filières. Il n'y a pas de sélection sur une filière précise. Donc qu'on vienne de S, de ES ou de L, il y a autant de chances de réussir le concours. Mais on va plutôt regarder ce côté culture générale, ouverture, état d'esprit sur l'international. Alors Jean-Christophe vous demande justement quels sont les bacs qui réussissent le mieux au concours. Il n'y a pas de statistiques de bac qui réussissent le mieux. Fondamentalement, par exemple, les filières ES vont plus facilement se diriger vers une école de commerce. Donc, on a plus d'étudiants ES qui vont passer le concours. Mais, et là, je prends un petit peu mon bâton de pèlerin en disant ça, mais les étudiants qui viennent de L ont tout à fait les chances de réussir le concours. Et même au-delà, sont recherchés maintenant par les entreprises parce que peut-être moins nombreux, avec plus de capacité d'expression écrite, peut-être une certaine rigueur et puis une ouverture d'esprit intellectuelle différente que par rapport aux étudiants que l'on peut retrouver dans les filières scientifiques. Donc on n'a pas un profil type d'étudiant et on ne veut surtout pas un profil type d'étudiant. La recherche d'une promo vient aussi par cette diversité que compose l'origine des étudiants. Donc tous les étudiants peuvent réussir le concours et peuvent intégrer l'école. Et alors, comment, demande Fabien, peut-on se préparer à vos épreuves? Alors, pour le concours, parce que là, c'est vrai qu'on n'a parlé qu'une filière pour l'instant d'admission en première année, c'est le concours PASS. Les annales sont disponibles en ligne, donc on peut télécharger les annales sur les 3 dernières années. Et puis, on propose également des préparations au concours, nous, gratuites au niveau de l'école, pour entraîner, pour démystifier un petit peu ce concours-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mystère. Un concours, comme tout concours, se prépare. Il ne faut pas découvrir le jour J les tests de logique ou de culture générale. Il faut préparer le concours. Donc là, voilà, la meilleure façon, c'est de télécharger les annales, de les préparer. Il y a des petites sessions en ligne aussi qui existent, mais c'est de préparer au mieux ce concours. On n'est pas habitué quand on est en terminale à ce genre d'épreuve. Vous, comment l'avez-vous vécu? Alors, finalement, j'ai plutôt bien vécu. Après, c'est toujours un peu... moi, quand je passais les examens, j'étais de nature plutôt optimiste. Donc à la fin, j'avais toujours bon espoir. En l'occurrence, pour mes concours en école, c'est plutôt bien passé. Comme on le disait, la clé, il n'y a pas 36 solutions. Il faut quand même le bosser avant. C'est quoi le bosser? C'est regarder l'actualité, c'est lire? C'est vrai qu'il y a pour moi, il y a vraiment 2 choses. Alors, je ne me rappelle plus exactement comment est le concours à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'il y a les annales. Parce que même s'il y a une partie qui s'appuie sur de la logique, il faut quand même savoir sur quoi on va nous interroger, finalement qu'est-ce qu'on cherche à tester. Mais c'est pas du par cœur ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même travailler. Les annales, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a des années et des années d'annales maintenant pour pouvoir en potasser pendant des mois et des mois. Et l'autre chose, on parlait de la revue de presse qui est à faire, qui est quand même, en tout cas moi quand je l'ai passé, avait une note significative qui pesait quand même dans la balance. Pour ça, souvent, le mieux c'est d'écouter un peu les revues de presse à la radio, notamment qui traitent des sujets français mais aussi internationaux, qui sont très bien faites par des journalistes professionnels. Donc souvent, moi je m'inspirais un peu, je me suis mis justement à écouter ces revues de presse à ce moment-là, en me disant qu'est-ce que font les professionnels pour après un peu l'appliquer et me dire voilà la logique un peu que je dois appliquer après sur le concours. Donc c'est ça qui m'a surtout permis de me préparer. Et vous avez un calendrier à suggérer de préparation? Quand avez-vous commencé? Même si la culture générale, c'est quand même quelques années d'accumulation. Moi, si je me souviens bien, j'ai passé les concours pas trop tard au printemps, parce que c'est vrai qu'après, parce que on a des concours jusqu'en juillet, c'est ça. Enfin, après, il y a le bac, donc je pense que le mieux, c'est de passer les concours et ensuite pouvoir se consacrer à son bac. Moi, j'ai passé tous les concours que je souhaitais passer à ce moment-là. En termes de calendrier,
Enfin, ça remonte à un certain temps, mais je crois que j'ai dû commencer 1 ou 2 mois à l'avance. Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Quand on potasse, quand on commence à potasser, parce que les gens ils peuvent commencer 6 mois ou 1 an à l'avance. Voilà, moi au début, à la sortie de l'hiver, je savais. En fait, aussi j'étais un étudiant qui ne savait pas exactement tous les concours qui s'étaient passés. Enfin, 1 an avant, je ne savais pas quel concours je voulais passer, quelle école je souhaitais faire. Donc le temps de prendre ses décisions, de s'inscrire au concours, etc. Arrivé en début d'année, on se dit ok, ça c'est les concours que je prépare, je commence à aller travailler. Alors justement, c'est pas rassurant d'avoir une session au début de janvier, février, qu'on est admis, où on sait tout de suite si l'on est admis, et ensuite, justement, on peut se consacrer à ses révisions de bac et obtenir son bac, parce que c'est quand même le sésame. Est-ce que c'est pas rassurant de savoir qu'on est pris dans une école? Tout à fait, c'est le but de ces épreuves assez tôt dans l'année, c'est de se dire, tiens, je choisis les écoles, je passe le concours, j'ai les résultats, et comme c'est vraiment l'école que je veux intégrer, ça donne une carotte supplémentaire, et puis ça permet de passer le bac peut-être avec moins de pression, parce que si on réussit le bac, on sait déjà ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc c'est tout à fait le but, c'est de séquencer un peu plus tôt dans l'année ces périodes de révision et de se dire sur une première partie de l'année, je révise mes concours, je passe mes concours, et puis j'arrive comme ça sur la période de mai-juin, tranquille et totalement disposée à réviser le bac et à préparer le bac. En l'occurrence, vous n'êtes pas sur la procédure APB. Exactement. On est hors procédure APB. Ce qui donne cette souplesse. Ce qui permet de commencer les concours plus tôt et surtout de donner les réponses plus tôt, en parallèle bien sûr des choix qui vont être faits sur APB. Mais en effet, ça permet de multiplier déjà les chances de réussite et puis de pouvoir être sûr de la filière qu'on peut faire dès le mois de septembre sans attendre début juin ou fin juin, suivant les procédures. Et ça génère moins de stress quand même. Hein. Quand on passe son bac et qu'on sait déjà les établissements dans lesquels on est déjà, enfin on est admis, on a déjà eu les résultats des concours, clairement ça génère moins de stress, on peut se concentrer sur son bac. Donc vous, c'était votre cas. Vous êtes arrivé aux épreuves de bac en sachant que vous aviez une école. Oui, tout à fait. Parce que je ne me rappelle plus exactement, j'ai dû passer je crois fin mars ou début avril, je crois, le concours. Et les réponses étaient données 2 semaines plus tard. Donc au moment où je révisais mon bac, je savais que j'étais, en tout cas, je pouvais aller à l'ECE. C'est l'avantage de passer l'écrit et l'oral le même jour, c'est qu'après on peut être aussi réactif dans les résultats qui sont communiqués. Et donc généralement, en effet, 15 jours après le concours, vous savez si vous êtes admis ou pas à l'école. Et les épreuves se passent dans plusieurs centres d'écrit? Oui, dans plusieurs centres d'écrit. Donc on a plusieurs villes. Donc bien sûr Paris, Bordeaux, Lyon. Et puis après, on a des épreuves qui sont aussi externalisées sur Strasbourg, sur Montpellier, sur Rennes, en fonction des secteurs géographiques. Savoir aussi qu'on est pris tôt dans une école, c'est aussi faire toutes les formalités d'installation, parce que dans Lyon, Bordeaux, c'est pas toujours facile de trouver un logement quand tout le monde en cherche un. C'est sûr que moi je vois, donc j'étais 4 ans étudiant à Lyon. Alors je pense que c'est même pire, forcément c'est pire à Paris, mais de savoir dès le mois de mai ou le mois de juin où est-ce qu'on va étudier, ça permet quand même déjà de préparer, de savoir comment on va se loger, est-ce que ça va être en colocation, est-ce qu'il faut chercher un studio, est-ce qu'on demande une résidence étudiante, etc. Toutes ces démarches-là, le meilleur conseil, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, parce que quand on arrive fin août et qu'on se dit bon je dois chercher un endroit où me loger, ça reste quand même très compliqué, et plus la ville est grande, plus c'est compliqué. Donc pour Lyon, oui, Lyon c'est mon exemple, mais que ce soit Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris ou toutes les autres écoles. Toutes les autres villes où on peut aller étudier, c'est sûr qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible. Donc vous avez intégré, vous avez réussi votre bac plus 4. Ensuite, que fait-on après le BBS? Je reviens juste peut-être sur la dernière voie d'admission parce qu'on a parlé du concours. Oui, pardon, les admissions parallèles. Voilà, admission sur dossier, admission parallèle. Important. Donc en première année, une deuxième voie d'admission, c'est sur dossier d'excellence. C'est-à-dire cette voie se destine aux étudiants qui ont
13 de moyenne environ sur la première, note anticipée du bac et premier semestre de terminale. Donc ces personnes-là peuvent directement postuler sur dossier. Les grands admissibles, entre guillemets. Exactement. Et donc dossier plus entretien, quand même, tout le monde aura un entretien derrière. Mais ça permet d'éviter la phase concours si on a un dossier de qualité. Et ça, vraiment, pour nous, c'est dans un souci d'excellence, d'attirer les bons candidats, de leur enlever le stress du concours, même si derrière, il y aura quand même un oral. Donc ça, c'est aussi une filière d'admission en première année. Et puis c'est la filière qu'on a choisie pour les admissions sur titre en deuxième année et troisième année, où là on peut postuler sur dossier et entretien également. Donc là c'est sur dossier et entretien. Juste, je vous parlais de tout à l'heure de 400 étudiants qui rentrent directement sur une promotion BBA INSEC. En deuxième et troisième année, c'est des chiffres qui sont bien sûr beaucoup plus faibles. On va faire rentrer à peu près une cinquantaine d'étudiants en deuxième année et une soixantaine en troisième année, en tout sur les deux campus. Quels sont les profils que vous recrutez Donc là, ça va être plutôt des profils quand même qui ont déjà sur un cycle d'études avec une philosophie proche de la nôtre, en tout cas en termes d'acquisition de compétences sur les 2 premières années. Donc tout ce qui est BTS, commerce international par exemple, IUT, ceux qui ont fait 2 ans à la fac mais sur des cursus en validant leur crédit bien sûr, sur des cursus IAE, commerce international, gestion, voilà, des choses qui sont quand même en adéquation avec ce qu'ils auraient pu apprendre à l'école s'ils avaient suivi le cursus avec nous. Mais donc beaucoup moins d'étudiants qui entrent directement sur les filières admission sur titre en deuxième et troisième année, mais c'est tout à fait possible et toute la procédure se télécharge en ligne sur notre site internet directement pour les admissions sur titre. Alors, sur la poursuite d'études, beaucoup de questions arrivent. Théo vous demande s'il est possible de poursuivre ses études en programme grande école. Yvan vous demande s'il a une 5e année et laquelle, ou chez l'un de vos partenaires. Alors, poursuivre dans le programme grande école, non, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisque nous, on va être un cursus en 4 ans. Sur les programmes d'école, on peut rentrer uniquement en fin de première année, enfin en début de deuxième année. Donc ça voudrait dire qu'il faut faire 2 ans à nouveau. Il faut refaire la 4e année dans le programme grande école. Donc pas trop d'intérêt. Par contre, nous, on propose une 5e année au sein du groupe INSEC dans les masters spécialisés et MBA, où là, on va proposer à peu près une trentaine de spécialités différentes en fonction du cursus, du souhait, du projet professionnel, pour vraiment adapter cette 5e année à la spécialisation souhaitée par l'étudiant. Donc dans le groupe INSEC, on va pouvoir évoluer sur des problématiques métiers liés aux métiers par exemple de la banque, de la finance, salle de marché, aux problématiques liées forcément au marketing, où là on va rentrer plutôt dans des secteurs d'activité ou des choses beaucoup plus spécialisées, par exemple le luxe, le vin, les métiers du sport, et puis bien sûr après sur des problématiques internationales, digitales, exactement, communication, événementielle, voilà. Donc on va retrouver les axes stratégiques du groupe INSEC, donc le luxe, le vin, le digital, tourisme, hôtellerie, et puis bien sûr après toutes les spécialités qui peuvent s'offrir dans le monde de l'entreprise. Donc là, tous nos étudiants sont directement admissibles dans les masters du groupe INSEC. Les MBA, MSI et Master. Exactement, sur l'ensemble des villes, hein, puisque par exemple quelqu'un qui voudra évoluer dans le luxe pourra peut-être se retrouver à Monaco sur un master spécifique ou à Paris. Et puis après, sinon, tout le spectre des spécialisations que proposent les écoles de commerce en France ou à l'étranger également sont possibles. Donc on a des étudiants qui vont partir dans des grandes écoles type SCP, Dauphine, Sciences Po, pour faire leur 5e année en fonction de leur souhait de spécialisation. Avec un tel parcours, quel regard portent les recruteurs sur le vôtre notamment sur les écoles post-bac? Et vous aujourd'hui, qui est de l'autre côté de la barrière, quel regard portez-vous Alors c'est vrai que le gros avantage, c'est qu'avec le développement des programmes post-bac, globalement ça va que en s'améliorant. Il y a de plus en plus de reconnaissance et c'est vrai que moi dans tout ce que j'ai pu lire quand j'étais étudiant et même aujourd'hui, que ce soit justement le regard de recruteur, que ce soit de mes collègues de travail ou même dans la presse et dans les médias, on voit quand même justement un gros développement des parcours, des programmes post-bac. Ça se ressent en entreprise parce qu'on voit de plus en plus justement de personnes issues de ces programmes-là qui ont de belles carrières, en tout cas des très beaux postes, parce que c'est vrai que on va dire que ça reste quand même des programmes qui sont plutôt jeunes, donc on est encore aujourd'hui sur des diplômés qui ont quelques années de carrière, mais pas encore 30 ou 40 ans de carrière. Mais globalement, on est quand même sur une vision très positive et qui va que en s'améliorant. Et moi, je vois clairement déjà la différence entre le moment où j'étais diplômé,
où j'ai quitté justement ce programme, le CE à l'INSEC, et ce qu'il est devenu aujourd'hui, et tout le développement en fait qu'il y a eu, c'est quand même assez impressionnant, que ce soit en termes des cours proposés, justement des professeurs qui interviennent, justement des projets proposés aux étudiants, des partenaires internationaux. Voilà, tout ça, on sent vraiment qu'il y a un fort développement. Et à côté de ça, le gros avantage, clairement, c'est le fait que quand on cherche du travail, on a un CV où on a véritablement plusieurs expériences, et des vraies expériences assez probantes. Surtout, justement, en 4e année, on a un stage de 6 mois. En 5e année, alors en fonction justement du master spécialisé, des masters spécialisés qu'on peut faire, on a aussi un stage long à effectuer. Donc on commence à avoir une certaine expérience, et clairement les recruteurs aujourd'hui regardent prioritairement les expériences des candidats. Donc c'est là où je pense que ces programmes post-bac ont énormément d'atouts. Le programme moi, que j'ai fait à l'ECE, je vous dis, moi, m'a permis de trouver un emploi tout de suite. Je croise les doigts, mais pour l'instant, je n'ai pas été au chômage ou quoi que ce soit. J'ai tout de suite trouvé du travail. Et en plus, en marketing, dans la branche que je voulais. Donc, moi, je n'ai vraiment pas à me plaindre de ce que m'a apporté le CE, et BBA INSEC. Et ce que j'ai remarqué, et ce qui aujourd'hui justement fait plaisir, c'est que en termes de compétences théoriques, au-delà du côté justement cursus, acquérir des compétences pratiques, j'en discutais avec les professeurs aujourd'hui à l'INSEC à Lyon, c'est que quand j'ai pu comparer, on va dire, les connaissances théoriques que je pouvais avoir avec d'autres étudiants qui avaient fait d'autres cursus, ou tout simplement avec des collègues de travail qui ont fait d'autres écoles, je ne sentais aucune différence en termes de compétences, où je n'ai jamais senti être dépassé sur des sujets. À chaque fois, je me suis dit, j'ai eu toutes les connaissances théoriques que je devais avoir pour rentrer sur le marché du travail. Je les ai eues, et en tout cas, je les ai toutes acquises grâce à l'INSEC, grâce au BBA. Avant de cela, touche bientôt à sa fin, mais de manière générale, quelques mots sur l'insertion professionnelle de vos diplômés. Quels sont les secteurs dans lesquels on les retrouve le plus, sachant qu'aujourd'hui vous avez quand même 3 dominantes au groupe INSEC, ça aura peut-être des incidences? Alors, j'insiste vraiment sur le fait qu'on a fait quand même le choix d'un programme en 4 ans généraliste, et c'est l'avantage d'un BBA de façon générale et du BBA INSEC, c'est d'acquérir ce socle de compétences généralistes. Et ensuite de faire cette 5e année éventuellement, donc on a à peu près 50% de nos étudiants qui vont continuer par une année de spécialisation, et d'autres qui vont s'insérer directement sur le marché de l'emploi. Donc ça c'est quand même important à souligner. Le marché de l'emploi est prêt à accueillir des étudiants qui ont un diplôme Bac+4, d'autant plus que grâce à leur cursus assez riche, ils vont cumuler jusqu'à 22 mois d'expérience professionnelle en 4 ans, et puis on peut aller jusqu'à 30 mois d'expérience professionnelle en 5 ans, puisque la 5e année, notamment au sein du groupe INSEC, peut être faite en alternance. Donc on va encore rhabiller derrière avec de l'entreprise, ce qui permet de tester son projet professionnel, de l'établir déjà, de le tester, et puis d'arriver sur le marché de l'emploi avec une réelle expérience professionnelle, donc des jeunes diplômés avec de l'expérience professionnelle. Donc on a un très bon taux d'insertion professionnelle, puisqu'à peu près 90% de nos diplômés vont trouver un emploi sous moins de 3 mois, à des niveaux de salaire très corrects. On est sur une moyenne à 34 000 euros en moyenne. Alors bien sûr, on a aussi beaucoup de nos étudiants qui vont partir travailler à l'étranger, puisque souvent quand on est piqué par le virus international, on continue aussi et on s'expatrie beaucoup plus facilement. On recherche un petit peu cette adrénaline de l'expatriation. Donc on a des très bons taux d'insertion professionnelle sur des métiers très différents. Donc là, encore une fois, j'invite à télécharger. On a un guide qui est téléchargeable en ligne qui s'appelle le guide des métiers, où on expose un petit peu la carrière de nos différents diplômés et où on présente 150 métiers différents auxquels on va pouvoir accéder après avoir fait le BBA INSEC. Donc une palette très large de métiers, mais bien sûr qu'on va retrouver dans les fonctions de l'entreprise. Et chacun va pouvoir construire son propre parcours en fonction de ses souhaits, de ses stages, de sa personnalité, et pouvoir s'épanouir professionnellement et personnellement à l'issue du programme. Et de quoi se construire un CV international percutant. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci. Marion Fabre, et Vandril, merci de votre témoignage. Et vous, à très vite sur un prochain live Studirama TV.